Il y a des endroits où les gens se plaignent du bruit, du smog ou de la lenteur du métro. Et puis, il y a ici. Sous l'un des axes les plus fréquentés de Manille, des centaines de familles vivent littéralement sous la route, là où le béton vibre avec le passage des camions, là où une pluie de 10 minutes suffit à noyer les lits, là où les enfants apprennent à marcher entre les flaques d'eau usées et les sacs plastiques. À première vue, ce n'est qu'un vide urbain, une zone morte entre deux piliers de béton. Mais regardez de plus près, il y a des visages, des noms, des histoires. Il y a de la lumière qui s'échappe à travers les tôles. Il y a des câbles, des cuisines, des voix. Ce n'est pas une fiction. C'est un monde parallèle, invisible aux yeux de la ville. Un monde qui ne devrait pas exister et qui pourtant résiste. Ici, on ne parle pas de statistiques, mais de survie. Et pour survivre, ces familles obéissent à des codes que personne d'autre ne voit. Ce que vous allez découvrir dépasse la pauvreté. Ce n'est pas un documentaire sur les pauvres. C'est un voyage dans l'oubli. Et une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Comment vit-on quand la seule chose au-dessus de votre tête, ce sont les pneus d'un bus? Et c'est là, au milieu du grondement incessant des camions, que j'ai compris. Cette ville est coupée en deux. Pas par un mur, mais par l'indifférence. Manille compte 23 millions d'habitants. Plus de 40% vivent dans des zones que l'on ne montre jamais. Sous le pont de Tondo, 200 familles survivent entre les ordures, les eaux noires et les pluies qui effacent tout. En haut, les voitures passent. En bas, des enfants dorment. Aucun plan d'urgence, aucun refuge. Juste des abris bricolés et des codes invisibles qui dictent qui mange, qui attend, qui fuit. Il faut voir ce qui se cache sous nos pas pour comprendre le monde tel qu'il est. Et si vous pensez que vous avez tout vu, restez. Ce n'est que le début. Je suis revenu. Des années plus tard, sous le même pont, dans ce chaos devenu familier. Les jeepneys passent encore, décorés comme des cathédrales roulantes, dernier symbole d'une identité qui s'efface. Mais retrouver l'endroit exact, c'était autre chose. Tout avait changé. Ou peut-être c'est moi. Ce sont les visages qui m'ont guidé, les regards qui reconnaissent battre sans parler. Une femme m'a montré du doigt. Là, c'est chez eux. Et j'ai su que j'étais au bon endroit. Si ces histoires résonnent en vous, abonnez-vous. Car ce que vous verrez ensuite ne se trouve dans aucun guide, ni dans les cartes. C'était là. Le sol était meuble, gorgé d'eau noire, et l'air irrespirable. Une odeur de brûlé mêlée à celle des égouts ouverts. Les enfants couraient pas à pieds nus entre les monticules de plastique fondu et les taches d'huile. Un garçon m'a montré où poser les pieds pour ne pas glisser. Il avait 8 ans, peut-être moins. Il vivait là, sous ce pont qui vibrait au passage des camions. Chaque pas m'enfonçait plus dans cette ville, cachée, comme si la boue avalait lentement ce que personne ne voulait voir. Des cages en bambou, des tissus en guise de mur et cette fumée grise qui ne cessait jamais de monter. C'est là qu'ils dorment, qu'ils cuisinent, qu'ils vivent. Et moi, j'étais là, au milieu d'eux. Mais vous, de là où vous êtes, est-ce que vous seriez prêts à traverser aussi ce pont, juste pour voir ce qui s'y cache? Un sac blanc, un nom inscrit au feutre noir. Une femme tend les bras et reçoit 3 kilos de riz. Dodre sourit, pas par joie, mais par réflexe. Autour, des dizaines attendent, certains depuis l'aube. Aucun ne sait combien de sacs restent. Une liste écrite à la main dicte l'ordre. Mais les noms sont souvent oubliés. Une jeune mère m'a montré ses mains, brûlées à force de remuer le charbon. Elle n'était pas sur la liste. Le riz ici n'est pas seulement de la nourriture. C'est un symbole. Une preuve qu'on existe encore dans un endroit où l'État ne passe que rarement. Chaque sac distribué dessine une ligne invisible entre ceux qui auront un repas et ceux qui continueront à attendre.
le riz révèle bien plus que la faim. Il révèle l'abandon. L'avez-vous déjà ressenti? Ce moment où même ce qui est censé nourrir commence à diviser? Le sac de riz toujours entre les bras. Elle m'a montré l'endroit où elle dort, à 3 mètres du sol, juste sous l'autoroute. On grimpe par des planches, on s'agrippe à des cordes, et on arrive à une plateforme instable, faite de tôle, de bois, de ce que la ville rejette. Chaque nuit, le sol vibre. Les camions passent à quelques centimètres de la tête. Le vacarme est permanent. Mais c'est la seule option. Le lit est une planche. Le mur, un rideau de plastique. L'électricité, un fil branché clandestinement sur un poteau municipal. Parfois, il y a des étincelles. Parfois, des coupures. Le plus dur, ce n'est pas la lumière. C'est l'eau. Un trou creusé dans un coin de la structure sert de toilette, de douche et de poubelle. C'est là qu'on lave les enfants, qu'on jette les restes de nourriture, qu'on tente de fermer les yeux sans respirer trop fort. Sous leurs pieds, des milliers de voitures. Au-dessus de leur tête, rien. Et vous? Que ressentiriez-vous si votre seul toit tremblait chaque fois que la ville vous oublie? Et si je vous disais que cette réalité n'est que le début? La planche sur laquelle elle dort tremble encore quand elle m'invite à monter. Elle s'appelle Virginia. 19 ans à vivre ici, sous ce même pont, sous ce même bruit, sous ce même ciel. Elle me montre les marques d'eau sur le mur. L'inondation la plus haute est gravée à la hauteur de sa poitrine. C'était l'année dernière. Avant ça, 3 autres. Chaque fois, tout est emporté. Chaque fois, elle recommence. Les tôles sont changées, les vêtements séchés au feu, les souvenirs replacés là où la pluie les a laissés. Elle connaît chaque voisin, chaque voix, chaque enfant. Ici, tout le monde sait qui vit dans quelle planche, qui partage quel câble, qui prête un bol, de riz. Le danger est quotidien, mais l'abandon l'est encore plus. Ce n'est pas la peur qui construit cette communauté, c'est la nécessité de s'accrocher à quelqu'un. Le bruit des voitures couvre sa voix, mais ses gestes racontent ce qu'aucune phrase ne dit. Et vous, seriez-vous capable de reconstruire la même vie, encore et encore, au même endroit, avec les mêmes pertes? Si ce témoignage vous touche, laissez un like. Car ce que Virginia m'a dit ensuite change tout. Virginia m'avait murmuré que certains moments ici étaient encore plus intimes que les mots. Un peu plus loin, je les ai vus. Des enfants, nus, riant à demi, versant de l'eau sur leurs épaules avec des seaux usés. Leur rire montait entre les piliers du pont, résonnait contre le béton. À quelques mètres, une femme m'a appelé. Elle m'a montré sa maison, fièrement. Un mur fendu, une plaque de bois comme porte, un fil qui pend du plafond pour charger les téléphones. Elle vit ici, travaille ici. Elle paie 600 pesos par mois pour un espace que d'autres ne regarderaient même pas. Mais elle m'a souri. Elle a tendu le bras pour que je voie son lit, ses casseroles, ses photos. Elle m'a dit que c'était chez elle. Son regard, plus que ses mots, m'a rappelé que la dignité ne dépend jamais des murs. À l'intérieur de cette ruine apparente, bat encore une volonté silencieuse. Et ce n'est que le début de ce que j'allais découvrir. Je suis resté quelques secondes sans bouger. Dans ce petit espace sombre, un chien dormait, roulé sur lui-même, juste à côté d'un bébé allongé sur une couverture fine. Le sol tremblait à chaque passage de camion au-dessus. Les lits étaient empilés, les murs tapissés de journaux et quelques photos accrochées avec du fil. Une femme berçait son fils du regard, pendant qu'un autre enfant lavait des ustensiles dans un seau d'eau brunâtre. Il y avait une odeur de plastique brûlé, de sueur, mais aussi quelque chose d'inattendu, l'odeur du savon. C'était leur salle de bain, leur cuisine, leur chambre, tout en un. Et pourtant, les vêtements étaient ainsi pliés, les jouets rangés dans une boîte, le chien bien nourri. Comment expliquer cette forme de résistance douce, presque invisible,
qui transforme le chaos en refuge. Ce n'est pas la misère qui frappe ici. C'est le contraste entre la fragilité matérielle et la force silencieuse de ceux qui habitent ces interstices. Et ce que j'ai vu ensuite, juste en traversant un mètre de sol inondé, m'a bouleversé davantage. Vous seriez capable de dormir, d'aimer, de protéger vos enfants sous un pont traversé par le monde entier, sans jamais être vu. Partagez ce que cela vous évoque. De l'autre côté de la bâche où dormait le bébé, j'ai rencontré Rudy. Il s'est approché lentement, avec ce regard de ceux qui ont tout vu et qui continuent pourtant à observer. Cela fait 50 ans qu'il vit ici. Il m'a montré sa maison avec une aisance déconcertante. Un toit si bas qu'il imposait le respect, un mur qui vibrait à chaque camion, une cuisine ouverte sur le vide, là où le sol disparaît sans prévenir. Il parlait de la vie comme on récite un poème difficile. Son sourire était bref, mais sincère, et dans ses gestes, un silence que même la rue respectait. Comment peut-on survivre aussi longtemps dans un lieu où tout semble provisoire? Il existe des endroits où le temps ne passe pas, il se répète. Mais là, sous le béton, Rudy avait encore quelque chose à me montrer. Et je n'y étais pas préparé. Rudy s'éloignait lorsque j'ai vu, à quelques mètres, un homme nettoyer son tricyclo comme s'il polissait une mémoire. Il m'a vu approcher, a souri, et m'a dit calmement qu'il avait grandi ici, sous cette même structure. Autrefois, sa maison était un carré de tôle. Aujourd'hui, il transporte passagers et marchandises, 6 jours sur 7. Et c'est avec ce revenu qu'il a payé les études de ses 2 enfants. L'un est professeur, l'autre infirmière. Sa voix n'était pas fière, elle était calme, comme si l'effort faisait partie du décor, comme les murs tachés de suie ou les enfants qui courent à pieds nus sur le béton. Il m'a dit qu'ici, il y a 2 chemins. L'un court, facile, mais sans retour. L'autre est plus long, plus dur. Mais un jour, les gens te regardent avec respect. Et il a choisi d'être regardé ainsi. Est-il vraiment possible de sortir d'un endroit qui semble avoir été bâti pour qu'on y reste enfermé? Si vous avez vu des histoires comme celle-ci ailleurs, partagez. Car ce qui vient ensuite montre que parfois, même ceux qui tombent très bas peuvent soulever les autres. Il ouvre la porte avec calme. À l'intérieur, rien de luxueux, mais tout respire la dignité. 2 chaises, un plat encore chaud, et le regard tranquille de celui qui a traversé l'impossible sans faire de bruit. Dans un coin, des pigeons qu'il nourrit comme un rituel, chaque matin. Le sol tremble encore quand un camion passe sur le pont, comme si ce passé refusait de disparaître. Ses enfants sont diplômés, ses petits-enfants arrivent. Cette maison n'est pas grande, mais elle contient quelque chose que l'argent ne mesure pas. Une mémoire silencieuse, intacte. Et si le vrai changement n'était pas une rupture, mais une continuité remplie de cicatrices visibles seulement pour ceux qui savent regarder? Sous cette maison modeste, l'écho d'un passé continue de vibrer. Mais ce n'est pas le seul bruit qui persiste. En sortant, on entend autre chose. Un grondement sourd, régulier. Le souffle d'un monde qui passe au-dessus, sans jamais s'arrêter. Des voitures, des motos, des conversations lointaines. Et juste en dessous, des familles agenouillées, cuisinant entre 2 piliers. Une enfant rit pendant que l'autre fait ses devoirs sur un matelas déformé. La ville a 2 étages. Celui d'en haut avance sans pause. Celui d'en bas attend qu'on le voie. Et vous, saviez-vous qu'il y avait une ville sous la ville? Puis il y a eu ce moment. Le geste simple. Une enveloppe. Une main tendue. Pas pour sauver, mais pour reconnaître. Pour dire. On a vu, on a écouté, et on repartira changer. Les regards étaient hésitants. Comme si recevoir de l'aide était un acte trop intime pour la caméra. Et pourtant, ils ont accepté. Certains ont pleuré en silence. D'autres
ont simplement dit merci. Un merci qui ne se joue pas, qui ne s'écrit pas, qui s'imprime dans les gestes, dans les yeux. Ce jour-là, la caméra n'était plus un miroir, mais un pont. Et maintenant, la fin. Le silence d'une fin qui ne clôture rien. Car ce pont reste. Ce toit, de béton, continue d'abriter des rêves et des peurs. Le problème, ce n'est pas le béton. C'est l'absence de ciel, l'absence d'horizon. Mais même là, dans ce monde comprimé, il y a encore des couleurs, des règles, des codes. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si ce que vous avez vu vous a touché, commentez. Dites-nous ce qui vous a marqué. Et surtout, abonnez-vous, aimez et partagez. Car tant que cette histoire est vue, elle continue d'exister. Tant que quelqu'un regarde, personne ne disparaît.